Bonjour tout le monde. Là, l'objectif de cette vidéo là aujourd'hui, c'est de présenter un diagramme ETL sur Google Cloud en mode serverless avec Cloud Storage, Dataflow pour la partie transformation et BigQuery pour la partie chargement final. J'ai montré juste avant cette vidéo un use case mais en mode ELT. La différence entre un ELT et un ETL, c'est que pour l'ELT, on va avoir la partie extract qui va charger et uploader le fichier dans Cloud Storage. Ensuite, donc ça correspond au extract. Ensuite, on va faire un load. Donc, on va tout de suite charger ces fichiers dans un moteur de stockage. En l'occurrence, dans la vidéo précédente, c'était BigQuery. Cette technique de LT est intéressante parce qu'en fait, elle permet d'appliquer les transformations directement avec le moteur de requêtage du stockage concerné. Donc en fait, en l'occurrence, si on stocke la donnée dans BigQuery, on peut appliquer la transformation avec une requête SQL BigQuery. Donc ça, c'est intéressant parce que ça montrait cette approche un peu SQL ensembliste et le fait d'utiliser la puissance de BigQuery pour appliquer la partie transform de ce pattern batch. Et ensuite, le load, au final, stocke la donnée encore dans une autre table BigQuery. L'objectif de cette vidéo aujourd'hui, c'est de montrer, on va dire, une approche assez similaire, mais cette fois-ci avec un ETL. Et cette fois-ci, avec l'ETL, on va, après l'extract, appliquer directement la partie de transformation et ensuite charger les données calculées dans une table BigQuery. Ce qui est intéressant avec l'ETL, c'est que parfois, on va avoir besoin d'un code applicatif pour appliquer nos transformations. Et il y a des moments où le SQL ne va pas permettre d'appliquer des agrégations ou des transformations assez complexes. Et dans ce cas-là, il est plus intéressant de déléguer à un moteur avec du code applicatif et un langage de programmation pour appliquer un peu la partie de transformation. Donc, en l'occurrence, ici, la partie de transformation va être appliquée avec Dataflow et Apache Beam. Dataflow et serverless également, et Apache Beam et le modèle open source. On va dire que ce modèle va être codé en Java, Python ou Go. Il y a différents SDK qui sont proposés. J'ai proposé différentes vidéos dans ma chaîne pour montrer comment coder et exécuter un job Dataflow avec le modèle Beam. Aujourd'hui, c'est encore Dataflow qui est utilisé parce que c'est intéressant d'utiliser Dataflow pour des gros volumes de données et pour la partie data processing. En gros, Dataflow est souvent utilisé dans, on va dire, dans des projets Big Data où on va avoir besoin de gérer de fortes volumétries. Et là, en l'occurrence, avec ce pattern ETL, il y aura différentes vidéos qui vont suivre avec d'autres outils pour faire la partie transformation, comme Cloud Run ou des Cloud Functions pour des volumes un peu plus petits. Mais aujourd'hui, cette vidéo, dans cette première vidéo de la série ETL, c'est Dataflow qui a été choisi. Et la totalité de ce use case est serverless et le moteur d'orchestration qui est utilisé est Cloud Workflows. Comme dans la vidéo précédente, Cloud Workflows présente l'avantage d'être lightweight et d'être basé sur des calls API pour interagir avec les services de GCP. Et donc là, on est en train d'explorer Cloud Workflows dans différentes vidéos. Donc voilà, quelques mots à propos de moi. Alors moi, je m'appelle Mazloum Tosun, je suis Google Developer Expert sur Google Cloud et je suis aussi Head of Data and Cloud chez GroupBiz, qui est un groupement de freelance tech en France. Je suis actif sur les réseaux, donc n'hésitez pas à me suivre sur X ou sur LinkedIn. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour nous booster par rapport à nos contributions pour la communauté Google Cloud. Donc là, je vais quitter les slides et faire un tour dans le code. Donc, pour la partie code, comme pour la vidéo précédente, je vais commencer par parler de la partie déploiement. Ah oui, pardon, c'est vrai que je n'ai pas fait un focus sur le schéma du use case. Je suis vraiment désolé. C'est important de revenir là-dessus. Donc, là, vous pouvez voir le schéma de ce use case. Dans la partie de gauche, comme dans différentes vidéos, on utilise Cloud Build, qui est aussi serverless et qui permet de faire des déploiements en mode CI/CD, en mode automatisé.
Cloud Build est aussi assez lightweight et basé sur du YAML. Et Cloud Build va pointer vers ce projet qui lui est hosté dans un repository GitHub. Donc je partagerai le lien du projet depuis la description de la chaîne. Donc ici on a la partie CI/CD. On utilise Cloud Workflows pour la partie orchestration de nos tâches pour le diagramme ETL. On a un premier job Cloud Build manuel qui lui va permettre de déployer le workflow en question. Ensuite on a un second job Cloud Build qui lui va permettre d'exécuter le workflow directement à partir d'une ligne de commande Cloud Build. Donc c'est ce carré que vous voyez ici. Et ensuite à la fin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme pour la vidéo précédente, on va créer un scheduler dans GCP. Un scheduler, ça permet d'avoir un cron job. En gros, on va croner un job et en plus d'être croné, on va pouvoir exécuter ce job manuellement. Et en gros, ce scheduler va permettre d'exécuter le workflow en lui passant une configuration at runtime. Donc là, c'est la partie Cloud Scheduler. Cloud Workflows peut également être trigger avec une notion événementielle et event-driven. C'est-à-dire qu'on peut faire réagir un workflow au moment où un fichier est uploadé dans une bucket et faire réagir le workflow et le déclencher. Mais ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Là, aujourd'hui, le focus, c'est plus de montrer le diagramme ETL et ensuite de montrer comment on l'exécute avec un cron job et aussi comment on l'exécute manuellement, directement en ligne de commande avec Cloud Build et sinon depuis la console. Donc là, c'est nickel. Sur la partie de droite, on a vraiment la partie ETL, notre ETL serverless. Donc comme je l'ai expliqué, on a un fichier d'entrée qui est du NDJSON qu'on va mettre dans notre bucket. Donc ça va correspondre à la partie extract. Ensuite, pour la partie transformation, comme je l'ai expliqué juste avant, on va utiliser Dataflow et Dataflow Flex Template. Pour donner quelques mots sur Dataflow Flex Template, on a différentes façons de déployer un job Dataflow dans GCP. Et une des façons qui a été standardisée dernièrement et qui est aussi une best practice, une recommandation dans Google Cloud, c'est d'utiliser les Flex Templates. L'avantage du Flex Template, c'est que c'est basé sur une image Docker et du coup, on va avoir la même façon de déployer un job Dataflow, qu'on soit en Python, en Java ou en Go. On va aussi avoir la même façon de trigger et de déclencher un job Dataflow grâce à cette standardisation apportée par Flex Template et Docker. Donc ça, j'y reviendrai un petit peu. J'ai aussi présenté la façon de déployer des Flex Templates au Beam Summit, qui est une conférence aux US pour parler un peu d'Apache Beam. Et je referai un replay de ces explications autour de Dataflow Flex Template dans la chaîne pour aider la communauté GCP. Donc là, le Flex Template, lui, a été déployé en amont de ce use case avec l'image Docker qui va bien dans Artifact Registry et aussi un fichier de spécification parce que Flex Template est basé sur un fichier de spécification et une image Docker. Et en fait, ce job Dataflow va être déclenché par Cloud Workflows via un call API. À la fin, on va transformer les datas et les charger dans une table BigQuery. Et comme pour la vidéo précédente, les fichiers d'entrée qui ont été tirés, transformés et chargés dans BigQuery vont être déplacés d'une bucket chaude vers une bucket froide, du hot bucket vers la cold bucket. Et ça va être fait avec Cloud Build. En fait, là, on a une puissance qui est intéressante, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente. C'est que Cloud Workflows peut invoquer un job Cloud Build et ensuite donner accès à la CLI de gCloud. Parce que, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, via un call API, on ne peut pas déplacer un ensemble d'objets depuis une bucket source vers une bucket destination. Donc ça, ce n'est pas supporté avec le call API, mais c'est supporté avec une commande JS utile qui est fournie par la CLI de gCloud. Donc là, tout ça va être orchestré avec Cloud Workflows en mode serverless et on va aussi créer un Cloud Scheduler, un cron job qui lui va trigger ce workflow. Donc là, on est parfait. On revient dans le code et on va démarrer par la partie, ici, la partie de déploiement avec Cloud Workflows. Ce que je vais faire en amont, c'est que je vais supprimer mes éléments pour les recréer tranquillement sans avoir d'erreur. Donc là, je delete mon ancien cron job
Et je vais faire la même chose avec mon workflow. Donc là, j'ai un workflow ici qui s'appelle ETL Dataflow. Je rentre dedans. Et là, je vais zoomer un peu mon écran pour que vous voyez mieux. Et je vais supprimer mon workflow comme ça. Hop, je vais faire un petit copier-coller et je vais confirmer la destruction de mon workflow. Donc là, c'est parfait. Je vais ensuite aller dans la partie CI. Donc ici, j'ai un premier script qui va permettre de déployer mon workflow. Ça correspond à ce que j'ai présenté avant dans la vidéo précédente avec le LT. Donc, pour gagner du temps, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon README. Et dans mon README, j'ai préparé des lignes de commande. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lancer le déploiement du workflow et montrer un peu le code pour expliquer un peu comment ça marche. Donc là, c'est top, ça va prendre quelques secondes. Je repars dans le code. Et ici, je vais montrer ce script Deploy Workflow Scheduler. Donc je reviens dans les scripts, Deploy Workflow Scheduler. Et là, comme... c'est désolé, je ne suis pas sûr d'avoir montré le bon script. J'ai directement déployé le scheduler ou le workflow. Ah, ok. Bon, autant pour moi. J'ai commencé par le déploiement du scheduler. Je vais revenir sur le workflow ici. Et c'est pas grave, je vais attendre que le scheduler se déploie. Et ensuite, je vais déployer le workflow. Et je vais commencer par l'explication du workflow. Donc, pour le workflow, j'ai un script bash ici qui va permettre de me le déployer. Pour le workflow, j'ai un root folder ici qui s'appelle workflow. Et j'ai aussi une configuration, comme je l'ai expliqué, je peux passer de la configuration à runtime. Donc c'est similaire à ce que j'ai présenté dans la vidéo précédente. Donc là, avec un format JSON lisible, je prépare la bucket d'entrée, les fichiers d'entrée, la bucket de destination et aussi les éléments pour le job dataflow, ici. Pour Cloud Workflows, comme je l'ai expliqué, c'est basé sur du YAML. Je peux passer ma configuration à runtime ici, avec params. Et ensuite, j'ai une liste d'étapes. Dans mes étapes, j'ai une étape d'init ici, dans laquelle je peux préparer des variables. Comme ainsi, j'évite de répéter le fait de récupérer, par exemple, le project ID GCP. Donc là, je déclare une seule fois des variables ici dans assign. Et ensuite, ces variables sont réutilisables dans tout le reste du workflow. Donc là, comme je l'ai présenté dans mon diagramme, dans mon schéma, j'ai une première étape qui va me permettre de déclencher mon job dataflow avec Flex Template. Donc cette étape-là va me permettre de le faire. Ce que j'ai fait pour des raisons de lisibilité et de réutilisabilité, c'est que avec Cloud Workflows, on peut créer des sub-workflows. Donc un workflow principal peut invoquer des sub-workflows à l'intérieur. Donc là, je vais rentrer dans mon sub-workflow qui est juste en bas. Et dans ce sub-workflow, je peux passer des paramètres ici, dont le projet, la location et la configuration principale à runtime. Et comme je l'ai expliqué, avec des calls API, je vais pouvoir ici déclencher et lancer mon job dataflow avec Flex Template. Donc, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, l'avantage de Workflows, c'est que c'est des calls API natifs de Google Cloud. Donc, on peut aller voir la doc de cette API-là. Et on peut aussi voir la doc de Workflow et voir un peu comment ça marche. Workflow, c'est le reflet du call API. Donc, en YAML, on va passer les mêmes paramètres que ceux de la doc de l'API, en fait, en gros. Donc, ça, c'est vraiment parfait. Donc ici, de façon standard, j'ai des arguments pour passer mon projet et ma location, Europe West One. Et ensuite, dans l'élément body, je vais pouvoir passer par exemple le nom du job dataflow. Et là, je vais faire un petit saut dans la configuration en parallèle. Donc là, le nom du job dataflow est ici, ETL Workflows. Ensuite, je vais y concaténer, en gros, je vais pouvoir récupérer à runtime l'execution ID de ce workflow qui est unique. Et en fait, ça va me permettre, en gros, si je veux exécuter plusieurs job dataflow en même temps, ça va me permettre d'avoir un nom unique et d'avoir ce suffixe unique. Donc ça me permet d'éviter des collisions en faisant ça. Et ensuite, comme je l'ai expliqué précédemment, pour Flex Template, je vais avoir un fichier de description qui est en JSON, qui lui a été en amont déployé avant de présenter la vidéo. Donc on a une configuration pour notre job. Donc ça permet à Flex Template de passer des paramètres et de faire des optimisations. Donc ça c'est parfait.
Et ici, il y a deux blocs, environment et parameters. Et c'est important d'expliquer la différence entre les deux. Donc, environment, ça permet de partager des paramètres qui sont communs à tous les jobs Dataflow. Donc là, on a des paramètres qui sont liés au service account et aussi au staging et au temp location. Parce qu'en fait, Dataflow, quand il va exécuter son job, va devoir avoir un espace de stockage pour y faire travailler le job et y stocker des éléments temporaires. Donc, ces éléments sont utilisés dans tous les jobs Dataflow et pour ça, on a le bloc environment. Ça permet d'avoir des variables common, en gros. Parameters, c'est plus pour passer des variables qui sont spécifiques à ce job. Et là, dans ce cas-là, ici, comme je l'ai expliqué, on va lire de la donnée brute en NDJSON. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va stocker le résultat dans une table BigQuery. Donc, on passe ça à notre job Dataflow. Et notre job Dataflow, lui, va permettre de récupérer ces éléments et ensuite de lire et d'écrire dans BigQuery. Donc, je montrerai quelques minutes la partie Dataflow, mais ça fera l'objet d'une vidéo séparée où je montrerai un peu comment déployer un job Dataflow avec Flex Template, comme ce que j'avais montré au Beam Summit, mais en faisant une vidéo un peu plus longue où je pourrais faire un focus sur les différentes parties de code. Donc là, c'est parfait. Ici, j'ai mon job qui est déclenché. Et ici, je passe les éléments de résultat de mon job. Il y a aussi un détail qui est important ici, c'est que au moment où je vais déclencher mon job Dataflow, Workflows ne va pas attendre automatiquement la fin de mon job. Parce qu'on a d'autres moteurs d'orchestration qui permettent de le faire nativement. Par exemple, dans Airflow, si on déclenche un job Dataflow avec Flex Template, par exemple, ou un job Dataflow standard et natif, bah, l'opérateur Airflow va permettre d'attendre pour nous. Mais là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Donc, on va devoir coder nous-mêmes cette logique de déclencher le job Dataflow dans un premier temps, en mode Fire and Forget. Donc, on déclenche le job. Ça va permettre de récupérer un job ID. Et ensuite, on va avoir un second step qui, lui, va refaire des calls API en mode polling. Donc, on va poller notre job Dataflow. On va récupérer le statut, par exemple, toutes les 20 ou 30 secondes. Et une fois que le statut est done, là, on va considérer que notre job Dataflow est terminé et on va passer à la suite. Donc, pour le moment, ce n'est pas vraiment standard dans Cloud Workflows, mais ce n'est pas forcément compliqué à faire. On peut coder un sub-workflow une fois et ensuite le réutiliser dans nos templates et dans nos workflows un peu à gauche à droite. Donc, je montre un peu la logique ici de wait until status. Donc, j'arrive là. Donc là, je peux passer des paramètres. Là, comme tout à l'heure, j'ai un step d'init où je peux spécifier par exemple des états en erreur. Donc là, j'ai une liste de statuts en erreur pour mon job Dataflow. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir faire une boucle ici. Et si j'ai une erreur, en gros, dans check condition, si j'ai une erreur, bah, je vais dans le step qui s'appelle exit fail. Donc, il est là. Désolé. Alors, attendez, j'ai un petit souci ici. J'ai un truc qui s'est ouvert. Ouais. Donc là, j'ai exit fail ici, qui est un step qui sort en fait. Une fois que je sors, je dis que je suis dans un statut en erreur. Donc ça, c'est la partie exit fail. Donc là, ce que je fais, c'est plutôt l'itération. Donc là, j'ai une histoire d'itération ici avec iterate. Et comme je l'ai expliqué, ici, on va pouvoir faire des calls API vers le job Dataflow, vérifier dans quel statut il est, récupérer son statut ici. Et en fait, si le statut n'est pas un statut final ou en erreur, je continue de boucler sur iterate et je fais un polling. Si à la fin, je suis OK, je vais dans exit success. Et dans exit success, je récupère le statut qui lui est success. Et à la fin, ça me permet de terminer mon job Dataflow et de passer à la suite. Donc le dernier step de ce use case, comme je l'ai expliqué, comme dans la vidéo précédente, c'est que je vais prendre tous les fichiers traités et les fichiers qui sont dans la bucket chaude, je vais les déplacer dans la bucket froide avec un workflow qui va invoquer Cloud Build avec un call API. Et là, avec une commande JSUtil, je vais pouvoir faire un JSUtil CP ou un JSUtil Move par exemple. Et ça me donne beaucoup de puissance parce que nativement, comme je l'ai dit, avec un call API, je ne peux pas copier un ensemble d'objets depuis une bucket source vers une bucket destination. Donc là, je le fais avec Cloud Build et avec une commande JSUtil. Et là,
CLI de Gcloud. Donc là, on est parfait. On a expliqué le workflow, on a expliqué la configuration. Et ce qu'on va faire, vu qu'on a déployé le scheduler, là, ce qu'on va faire, c'est que... alors, je regarde ce que j'ai déployé. Hop. Donc, c'était bien le workflow que j'avais déployé, désolé, mais c'est le code que je n'avais pas montré. Donc là, je vais aller dans Google Cloud et je vais montrer le résultat dans la console. Donc là, j'ai ce menu dédié au workflow. Et je vais rafraîchir ici la page. Et là, je vois que mon workflow a bien été créé, ETL Dataflow. Quand je rentre à l'intérieur, dans Source, je peux voir le diagramme de mon workflow, en gros le DAG. Donc on voit les différentes étapes ici. Et on peut accéder au code, comme je l'ai expliqué précédemment. Si je clique sur Execution, ici, je vais pouvoir cliquer sur ce bouton et exécuter mon workflow depuis la console. Donc comme je l'ai expliqué, j'ai des paramètres at runtime. Donc je vais copier-coller mes paramètres ici dans cette fenêtre et je vais cliquer sur Execute. Et là, ce que ça va faire, c'est que ça va... là, ça a déclenché, je suis dans l'étape Launch Dataflow ici. Et là, j'arrive dans l'étape Wait for Dataflow Job. Donc là, ce que ça a fait, c'est que mon pattern a déclenché un job Dataflow. Donc là, pareil, je vais rafraîchir cette page. Donc là, je suis dans le menu Dataflow de Google Cloud. Ça contient tous mes jobs Dataflow en mode serverless. Je clique ici. Et là, mon job Dataflow est en cours d'instanciation et en cours d'exécution. Donc, comme je l'ai expliqué, Dataflow est serverless. C'est un moteur qui permet de runner et d'exécuter des jobs Apache Beam. Donc là, Dataflow, lui, va monter une VM Compute Engine à la volée et un worker. Et en fait, derrière, on va y faire tourner un peu le trafic et la donnée. Et s'il y a besoin, Dataflow va, upscaler et faire une scalabilité horizontale et va ajouter potentiellement un autre worker si nécessaire ou une autre VM si nécessaire. Donc ça permet de faire de l'exécution en mode distribué, en mode parallèle et avec pas mal de puissance. Le seul petit inconvénient, c'est que le temps de monter la VM à la volée, ça prend, on va dire, quelques minutes. Après, une fois que la VM est montée, derrière, on fait vraiment du pré-processing en parallèle avec beaucoup de puissance et une scalabilité horizontale par défaut. Et si on le souhaite, on a aussi une scalabilité verticale, mais ça, je pourrais l'expliquer dans une vidéo séparée. Donc, le temps que le job Dataflow s'instancie, je vais gagner un peu de temps, je vais monter un peu dans le code de la partie Flex Template. Donc, pour Flex Template, comme je l'ai expliqué, là, on a un code Apache Beam avec Python. Donc, on a une logique ici de code qui permet de lire de la donnée brute en NDJSON, comme je l'ai expliqué dans différentes vidéos. Donc là, j'ai de la donnée brute et je vais calculer le nombre de buts total par équipe et les meilleurs buteurs et meilleurs passeurs par équipe. Donc là, je refais un commande Z. Donc ça, c'est la donnée d'entrée en NDJSON. Et ensuite, pour la donnée expected en domaine, je vous montre un exemple de la data. Donc je calcule le nombre de buts total par équipe, je raccroche les slogans, meilleur buteur et meilleur passeur. Donc voilà, de façon simple. Et rapidement, pour Flex Template, cette standardisation dont j'ai parlé. Donc on va avoir ce code Apache Beam en Python. Ensuite, on va avoir un peu de l'outillage ici, on va avoir une image Docker de base qui va permettre d'initialiser les éléments pour Flex Template. On va passer un requirement txt, un setup py pour installer les packages Python nécessaires à l'exécution de ce job Dataflow. On va passer l'entry point de notre application qui est un main.py file. Ensuite, on va faire un peu d'install ici avec tout ce qui est pip install, pip et cet écosystème Python. Et ensuite, on va utiliser un launcher qui est fourni par l'image de base. Donc là, on a une standardisation, qu'on soit en Python ou Java, on a une orientation qui est assez similaire. Et ensuite, pour Flex Template, comme je l'ai expliqué, on a un fichier de configuration ici en JSON qui va permettre de passer des paramètres à notre job Dataflow. Et ensuite, Dataflow va créer un spec file à partir de cette configuration, va la mettre dans GCS, va y pointer vers l'image Docker, parce que l'image Docker en amont ici va être uploadée dans Artifact Registry, qui est un repo qui permet de stocker à peu près tout ce qu'on veut des artefacts dans Google Cloud. Donc là, on est bon. Et tout ça, ça permet en gros de déployer notre job Dataflow. Donc je ne vais pas faire un focus là-dessus parce que je ferai une vidéo vraiment séparée pour bien expliquer Flex Template à la communauté GCP. Mais c'était pour montrer un petit peu ça, le temps que le job Dataflow s'instancie. Autre détail, pour gagner un peu de temps,
là, on va avoir le second step de ce use case, parce que là, j'ai aussi un script CI qui permet de déclencher mon workflow à partir de Cloud Build, mais c'est pas forcément pertinent de le remontrer ici parce que je l'ai montré dans la vidéo précédente. Donc là, ce que je fais, c'est que je montre la deuxième étape qui consiste à déployer le scheduler qui, lui, est un cron job qui va permettre d'exécuter le job, le workflows en mode serverless. Je reviens ici parce que je pense que le job Dataflow va pas tarder à être terminé. Donc là, on a différents steps. Là, c'est le DAG de Dataflow. On voit les différents paramètres qui sont passés ici et les runtime parameters que j'ai passés à mon job Dataflow. Entre-temps, ici, j'ai deploy workflow scheduler. Ce que je vais faire pour gagner un peu de temps, c'est que je vais l'exécuter. Je vais exécuter le deploy workflow scheduler. Alors, deploy workflow est là et deploy workflow scheduler est ici. Donc, je copie-colle cette ligne de commande et j'exécute cette commande qui, elle, va me créer le workflow et ensuite, je vais pouvoir l'exécuter rapidement. Alors, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas l'exécuter pour gagner du temps. C'est que je vais montrer que ça s'est bien créé dans Google Cloud et ensuite, je vais aller au bout dans le dernier maillon de ce use case qui va permettre de recréer et le workflow et le scheduler à partir de Terraform. Et là, je vais refaire une exécution pour gagner du temps. Donc là, ça prend quelques secondes. Je repars sur le job Dataflow qui est ici, qui est en cours d'exécution. Bon, en attendant, on va montrer un peu la logique de code de Workflow Scheduler. Donc là, j'ai un script bash ici. Et comme je l'ai montré dans la vidéo précédente, j'utilise un outil qui s'appelle JQ qui va me permettre de récupérer mon fichier de configuration JSON, de le transformer en string et ensuite de faire de l'escape. On va faire des backslash dans le JSON string pour pouvoir le passer en paramètre de la ligne de commande de Cloud Scheduler. Donc là, on est bon. Pour vous montrer un petit peu dans le README ce que ça donne, comme dans la vidéo précédente, je monte ici et là, argument est sous cette forme-là. J'ai argument 2 points et là, je passe ma configuration JSON avec des backslash. Donc, c'est ce que fait ce code-là ici en gros. C'est que là, je récupère le JSON en string et je le passe en paramètre là. Et là, j'ai différents éléments dont le scheduler name, l'intervalle, la location et l'URI. Tout ça, c'est passé en paramètres ici. Donc là, j'ai une URI qui est passée. C'est l'URI de mon workflow qui est passé à scheduler. Donc là, j'utilise Google API et j'ai project, location, workflow, workflow name et execution. Donc là, c'est parfait. Grâce à ça, Cloud Scheduler va pouvoir invoquer un workflow directement en mode serverless. Je passe mon message body, la time zone et on est parfait. Donc là, on a terminé avec le scheduler et je pense qu'on a terminé avec le job Dataflow. Donc là, le job Dataflow a fait l'écriture dans BigQuery, donc c'est parfait. Je vais aller dans BigQuery pour montrer un peu le résultat rapidement. Donc là, j'ai une table qui s'appelle TeamStat, je la rafraîchis et j'ai bien la donnée métier calculée par le job Dataflow, la partie transform de notre diagramme ETL. Donc là, on est parfait. Je reviens là et mon scheduler a été créé également. Donc, je vais aller dans la page de Cloud Scheduler. Je la rafraîchis, donc elle est là. Donc là, j'ai TeamLeague ETL Dataflow Cron Job. À l'intérieur, j'ai tous les paramètres qui ont été passés dans l'URL ici du workflow. Et aussi tout ce qui est argument add runtime qui va être passé, que scheduler va passer au workflow au moment de l'exécution. Donc là, on est parfait. Je reviens dans précédent. Je ne vais pas exécuter mon scheduler pour gagner du temps. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le resupprimer, hop, et je vais le recréer par Terraform. Je vais faire la même chose pour le workflow. Donc là, on a fait le travail. Je viens dans le workflow et je fais delete. Donc là, je vais le copier-coller. Voilà. Donc là, on est très bien. Et je vais aller vider la donnée dans BigQuery avec un truncate. Truncate, ça permet de vider les données d'une table BigQuery avec un coût à 0. Donc là, on est parfait. Et ensuite, je vais aller dans le dernier maillon de la chaîne. Donc là, j'ai le fait de déployer ce use case, mais avec Terraform. Donc là, comme dans la vidéo précédente, on a un code Terraform qui va créer et le workflow et le scheduler. Et ensuite, on va les automatiser avec Terraform. Et ensuite, dans Google Cloud, on va pouvoir trigger le scheduler. Enfin, le workflow à partir du scheduler. Donc là, on passe des paramètres à la partie Terraform avec des variables. Et pour passer des variables avec Terraform, on fait tvar underscore, en gros. Et ici, on a un root folder qui s'appelle infra.
Et ce que je vais faire, encore une fois, pour gagner du temps, c'est que je vais exécuter ce script. Donc je l'ai à la fin ici. Donc j'ai deploy workflow avec Terraform Apply. Donc je fais un copier-coller de cette ligne de commande. Je vais dans ma session shell. Et là, ça va prendre quelques secondes pour déployer tous les éléments. En attendant, pour gagner du temps, je reviens dans la logique de code. Donc j'ai un root folder qui s'appelle infra. Ça contient toute ma logique de code avec Terraform. Ensuite, j'ai un répertoire qui s'appelle ressources. À l'intérieur, j'ai mon workflow. Donc le workflow, c'est le même que ce que j'ai montré précédemment, donc ce n'est pas la peine de remontrer la logique. Config, bah, c'est la configuration de mon job que j'ai montré juste avant. Et ce que je vais faire ici dans locals, c'est que, comme pour la vidéo précédente, dans Terraform, je vais avoir besoin de charger mon fichier de workflow ici en string. Et ça, avec Terraform, on peut le faire avec l'opérateur file. On peut faire file parenthèse, pointer vers le fichier YAML, et en fait, derrière, ça va nous donner le contenu du YAML en string, et on est parfait. Donc là, je fais la même chose avec la configuration. J'ai besoin de la récupérer en string, donc je fais file dans mon fichier de configuration en string, et là, parfait. J'ai ma configuration et mon YAML en string. Ici, je récupère ma configuration en objet map au cas où, si dans mon code Terraform, je vais avoir besoin de récupérer des éléments en mode per clé valeur. Et ensuite, je vais, bon là, dans variables, bah, comme je l'ai expliqué, c'est toutes les variables qui sont passées par la partie CI. Alors, je remonte rapidement la partie CI, apply, ouais. Donc, tout ce qui est passé en tfvar ici sont récupérés ici dans Terraform. Et ensuite, je vais aller dans la partie main.tf qui contient vraiment les ressources Terraform qui vont permettre de créer et le workflow et le scheduler. Donc là, j'ai la partie scheduler. Comme je l'ai expliqué, je récupère la partie configuration en string. Ensuite, je l'encode en JSON et je l'encode en base64. Donc, c'est une convention qui doit être respectée pour permettre justement de passer les paramètres depuis scheduler à workflow. Et en fait, ici, comme je l'ai expliqué juste avant, j'ai l'URL du workflow. Donc, cette URL est nécessaire parce que scheduler doit invoquer le workflow en mode call API. Donc, je suis en haut ici. Donc, c'est des paramètres qui sont un peu standards ici. J'ai aussi du service account dédié à l'exécution du scheduler. Donc là, je suis vraiment très bien. Et à la fin, j'ai vraiment cette ressource qui permet, elle, de déployer le workflow dans Google Cloud. Je passe les différents paramètres, dont le workflow name, la description, le service account du workflow. Et dans local, comme je l'ai expliqué, j'ai le fichier YAML que j'ai chargé en string depuis locals. Et du coup, je le passe à source content et le code Terraform est expliqué comme souhaité et on est nickel là-dessus. Je reviens sur ma session shell, le job cloud build est terminé. Je fais un petit saut dans Google Cloud, je recharge ma page ici, donc mon scheduler a été rafraîchi. Donc j'ai bien mon cron job pour Dataflow. Et si je retourne dans Workflow et que je referai un refresh ici, j'ai bien le workflow pour mon diagramme ETL et Dataflow, donc c'est parfait. Tout a été créé comme souhaité. Et ce que je vais faire, c'est que je vais quand même le déclencher ici. Donc, je reviens là. Et comme je l'ai expliqué, ici, on a un cron job qui a été configuré avec une exécution par mois, à la même heure. Mais ce qui est intéressant, c'est que je peux exécuter manuellement un workflow si je le souhaite depuis mon interface. Donc là, je clique sur Force Run. Et en fait, mon scheduler a trigger mon workflow. Je vais dans ma page ici. J'accède à mon workflow qui lui est en cours d'exécution. Donc j'accède aux détails de l'exécution. Et là, dans mon DAG, je vois que je suis dans l'étape Wait for Dataflow Job Done. Et là, en fait, pour montrer une dernière fois, je vais repartir sur l'écran Dataflow. Et là, mon job est en cours d'exécution. Donc là, ça ne va pas être forcément nécessaire d'attendre la fin de l'exécution du job Dataflow parce qu'on a montré une exécution précédemment. C'est important juste de savoir qu'on est sur un use case qui est full serverless avec scheduler, workflows pour l'orchestration et Dataflow par la partie data processing en mode serverless. Donc tout a été déclenché en serverless, du YAML pour workflow, du YAML pour Cloud Build, du Python pour le job Apache Beam, le tout déployé avec Cloud Build. Donc là, on est vraiment bien. Donc je pense qu'on a fait le tour de ce use case. Donc écoutez, ça a été un plaisir pour moi en tout cas de partager ce use case. On a fait le déploiement avec Cloud Build, coder les logiques YAML avec Workflows,
la partie ETL à droite avec Flex Template. Je referai une vidéo dédiée à Flex Template pour donner plus d'éléments à la communauté. La partie Backup Processed Files, parce que c'est plus intéressant de le faire avec un Job Cloud Build. Donc écoutez, tout est nickel. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour booster notre travail pour la communauté GCP. En ayant vraiment plus de boost, plus de followers, ça nous aide vraiment à avoir plus de visibilité. Donc n'hésitez pas à cliquer sur la cloche. Et d'autres use cases vont arriver très prochainement. Donc je vous dis à très bientôt. Bye bye.